Nous accueillons Monsieur Jean-Baptiste Achard, cofondateur et dirigeant de la plateforme StaffMe, dont le mot d'ordre est du renfort sans effort. StaffMe est une plateforme lancée en mai 2016 qui proposait à l'origine de mettre en relation des étudiants ayant statut d'indépendant avec des entreprises pour la réalisation de tout type de missions temporaires, hôtessariat, service client, vente, logistique. En 2022, l'entreprise StaffMe a été rachetée par le leader de l'intérim House of HR. Aujourd'hui, cette plateforme a élargi son activité au secteur de l'intérim et permettrait à plus de 550 000 staffeurs de trouver facilement des jobs, je cite, flexibles, ciblés et bien payés dans plus de 10 000 entreprises diverses et variées, cherchant du renfort de qualité. Vous pourrez me corriger, Monsieur Achard, si cette présentation ne correspond pas. Monsieur Achard, nous avons souhaité vous auditionner aujourd'hui car notre commission d'enquête poursuit un double objectif. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées par les décideurs publics en la matière. Évidemment, nous sommes conduits à vous auditionner essentiellement sur le second point, pour interroger le statut des employés de plateformes d'emploi comme Uber, employés comme travailleurs indépendants, mais souvent requalifiés par le juge en prud'homme, en cassation, comme salariés en raison d'un lien de subordination vis-à-vis des plateformes employeuses. Donc nous souhaiterions connaître plus précisément le fonctionnement de votre plateforme qui propose à la fois une mise en relation avec des travailleurs indépendants et un service d'intérim avec des travailleurs ayant alors le statut de salariés. Je crois que vous proposez également aux staffeurs des services de formation à travers la StaffMe Academy, l'accélérateur. Pouvez-vous nous présenter ces services et sont-ils rémunérés? De façon générale, que pensez-vous des évolutions de la jurisprudence française tendant à attribuer la qualité de salarié aux travailleurs des plateformes et du projet de directive en cours de discussion en ce moment au niveau européen visant à introduire une présomption de salariat pour l'ensemble des travailleurs de plateformes? Que pensez-vous de la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, la HARP, en 2021 pour instaurer un dialogue social entre travailleurs et plateformes d'emploi? StaffMe est-elle représentée à l'ARP? On aura d'autres questions dans cet esprit. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, vous présenter, et puis avant d'entamer les échanges avec mes collègues sous la forme de questions-réponses, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur Achard. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, membres de la Commission. Je me permets un petit propos introductif pour vous présenter nos activités et puis viendront ensuite une série de questions et de réponses de ma part pour vous éclairer sur notre entreprise et puis le futur du travail et le développement des plateformes d'emploi. Donc StaffMe, c'est un groupe d'entreprises qui agit en faveur de l'emploi des jeunes que nous avons lancé avec mon associé à Amaury-des-Verlanges en 2016, alors que j'étais moi-même étudiant. Et ce groupe d'entreprises, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Président, est aujourd'hui composé de différentes entités. La première, la plus connue, qui est le StaffMe Freelance, donc qui est le projet initial qui vise à permettre aux étudiants de trouver facilement des prestations en parallèle de leurs études. Le second, StaffMe Academy, qui est un organisme de formation lancé en 2020 à destination des jeunes entrepreneurs. L'accélérateur, lancé en 2021, qui est une entreprise d'insertion par le travail indépendant. Et le dernier arrivé, vous le précisiez, StaffMe Intérim, qui a été lancé en 2023, donc il y a quelques semaines, et qui, comme son nom l'indique, est une application pour trouver des missions de travail temporaires. Donc pour commencer, et mon propos portera principalement sur StaffMe Freelance, puisque je crois que c'est l'activité qui vous intéresse le plus dans le cadre de vos travaux. C'est un projet qui a été lancé en 2016 sur la base de 4 constats principaux. D'abord, le premier qui est la nécessité pour les étudiants de se professionnaliser durant leurs études pour préparer leur entrée sur le marché du travail qui s'avère de plus en plus fermé pour les jeunes. Un coût et une durée des études qui est en augmentation constante depuis plusieurs années, mais aussi l'absence en France d'un dispositif qui permet aux étudiants de travailler en parallèle de leurs études, comme cela peut exister dans de nombreux pays européens. Je citerai la Belgique, l'Allemagne
ou encore la Suède qui propose des dispositifs pour le travail ponctuel à côté de ses études. C'est sur la base de ces constats que nous avons mis en place une nouvelle solution de travail pour les étudiants qui leur permet de travailler quand ils veulent et où ils le veulent. L'objectif étant de permettre à chaque jeune de gagner en expérience et donc en employabilité, tout en finançant ses études par la réalisation de prestations ponctuelles qui correspondent à leurs compétences, à leurs envies et qui s'adaptent à leur emploi du temps. L'idée était vraiment de fluidifier la rencontre entre l'offre et la demande, mais également de renverser la manière dont ces jeunes et ces étudiants trouvaient jusqu'alors du travail, en leur dirigeant des offres ciblées directement sur leur téléphone, plutôt que de les obliger à candidater, comme c'était l'habitude, à un grand nombre d'offres sans aucune garantie d'être retenus. On a fait le pari à l'époque, et ça part d'une expérience personnelle parce que j'étais moi-même auto-entrepreneur, d'utiliser le véhicule de la micro-entreprise pour faire cela. On a voulu mettre ça dans un cadre responsable afin de proposer aux étudiants un service qui soit sécurisé et qui leur permette de trouver facilement du travail. Donc on a mis, et j'y reviendrai, plusieurs normes, plusieurs protections pour permettre de créer ce cadre responsable d'utilisation de la micro-entreprise. De façon très concrète, comment fonctionne la plateforme ? C'est une application mobile qui permet une mise en relation automatique entre, d'un côté, une population d'étudiants et de l'autre des entreprises via un algorithme qu'on dit neutre. Pourquoi on dit neutre ? Parce qu'il obéit au principe du premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que c'est le premier staffer, c'est comme ça qu'on appelle les étudiants qui utilisent la plateforme, qui accepte l'offre de prestation, qui se la voit automatiquement attribuer, ce qui en fait un outil puissant de lutte contre les discriminations, puisque l'entreprise n'a pas le choix de la personne avec qui elle va travailler. L'algorithme, comment il propose les offres, c'est assez simple. En fait, il va se baser sur les souhaits de type de prestations cochés par les staffeurs au moment de leur inscription, leur disponibilité. Si par exemple ils disent qu'ils ne souhaitent travailler que le jeudi après-midi, ils ne vont recevoir des offres que pour le jeudi après-midi. Et enfin, leur lieu de résidence, ils peuvent définir une zone, un nombre de kilomètres autour de chez eux, dans laquelle ils souhaitent recevoir des offres. Le côté de la rémunération, c'est très important. On a aussi voulu, pour éviter les dérives qu'on peut connaître sur certaines plateformes, mettre un taux horaire minimum qui est aujourd'hui de 14,40 € pour la personne qui travaille. L'idée, c'est que les entreprises ne puissent pas poster d'offres de prestations en deçà de ce tarif pour assurer une rémunération qui soit supérieure aujourd'hui de plus de 30% au SMIC après paiement des cotisations sociales par l'indépendant. Et la rémunération moyenne constatée sur la plateforme est plutôt autour de 16 € de l'heure, puisque ce prix est fixé librement par les utilisateurs de la plateforme. On compte aujourd'hui, de l'autre côté, près de 8000 entreprises clientes de toute taille, TPE, ETI, grandes entreprises qui utilisent nos services. Vraiment, ce qu'on constate, et c'est pour bien vous figurer le modèle, c'est que c'est vraiment une offre de travail à la carte. L'idée, c'est vraiment c'est des prestations très ponctuelles. C'est une solution d'appoint pour les utilisateurs. C'est des prestations courtes dans un temps limité. 92% de nos utilisateurs gagnent moins de 400 € par mois grâce à la réalisation de prestations via StaffMe. Et c'est une expérience de travail du coup qui est radicalement différente et nouvelle par rapport aux offres aux formes de travail salarié qu'on peut connaître, CDI à temps partiel, CDD, prestations d'intérim, dans lequel l'étudiant est souvent soumis au cahier des charges précis de son employeur, qui est rarement compatible avec ses contraintes et son emploi du temps. Et donc, comme je vous le disais, on a mis un certain nombre de normes internes et de protections afin d'assurer une expérience la plus sécurisée possible pour les utilisateurs et qui sont la garantie d'une solution responsable et encore une fois sécurisée pour les étudiants. Ça commence d'abord par le type de prestations qui peuvent être proposées via la plateforme. Nous avons un périmètre de prestations qui peut être proposé qui est réduit. L'idée est d'exclure les secteurs fortement accidentogènes et ne servir que des activités qui relèvent traditionnellement du travail étudiant. Et donc on exclut par exemple le BTP, l'industrie, ce genre de choses qui ne sont pas adaptées
au travail étudiant. Il y a aussi, je vous en ai parlé à l'instant, ce revenu horaire minimal garanti, ce taux horaire minimum, qui aujourd'hui est à 14,40 €, qui a commencé il y a quelques années à 12 € et qui a été revalorisé au fil des années pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. On a aussi des mécanismes d'assurance qui sont pris en charge par la plateforme. Ça partait d'un constat simple, c'est-à-dire qu'on a regardé un peu où est-ce qu'étaient les trous dans la raquette dans la protection sociale des indépendants. On a vu qu'il y en avait deux principaux. Le premier, c'était au niveau de la responsabilité civile professionnelle des étudiants qui utilisent la plateforme. Naturellement, ils pourraient avoir tendance à se protéger eux-mêmes, mais on avait fait un sondage et on voyait qu'en fait, ils ne souscrivaient pas, pour l'essentiel, eux-mêmes à une assurance responsabilité civile, donc pour les dommages qu'ils pourraient causer à des biens ou à des personnes dans le cadre des prestations qu'ils réalisent. Et donc, nous avons fait le choix, avec AXA, une compagnie d'assurance, de proposer de manière automatique et gratuite, dès la première heure de prestation via la plateforme, cette assurance de responsabilité civile professionnelle. L'autre assurance, c'est une assurance accident du travail, prévoyance, qui est aussi automatique et gratuite dès la première heure de mission et qui est prise en charge par la plateforme. L'autre chose aussi que nous proposons et qui est importante, c'est une limitation de la durée des prestations. Un indépendant, via la plateforme, ne peut travailler plus de 3 mois avec une entreprise pour éviter justement toute situation de dépendance et de situation de travail qui ne relèverait pas du travail indépendant et encore moins du travail étudiant ponctuel. Si c'est le cas, les protagonistes, étudiants comme entreprises, sont invités à contractualiser d'une autre manière que via la plateforme. Ça, c'est juste, pardon de vous couper, c'est intéressant, donc, parce que j'allais vous poser ces questions. Donc, pas plus de 3 mois avec la même entreprise. Et est-ce que vous avez le même type de contrainte de limite sur le nombre d'heures qu'un étudiant peut travailler avec une entreprise durant ces 3 mois? Non, alors après, c'est dans le cadre de ces 3 mois. Non, c'est vrai. Enfin, en fait, ces 3 mois, ça correspond à 450 heures. Là, c'est spécifié en heures, c'est pas spécifié en mois, c'est spécifié en heures. C'est 450 heures, la limitation. Donc après, il peut faire ces 450 heures en un petit peu moins de 3 mois s'il travaille un peu plus. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des missions extrêmement courtes. 75% font moins de 2 jours des offres de prestations, 50% moins d'une journée. Et c'est vraiment utilisé moins de 2 jours, 50% moins d'une journée. Et donc c'est vraiment utilisé comme une solution d'appoint. Je vous parlais tout à l'heure de ces 92% des utilisateurs gagnent moins de 400 € par mois avec la plateforme. L'idée, c'est vraiment une solution complémentaire à côté des aides qu'ils peuvent avoir, que ce soit les aides sociales ou pour les étudiants, les aides parentales, dont certains bénéficient comme revenus. Et donc aussi dans les avantages ou dans les protections que nous avons fournies avec la plateforme, nous avons créé, dans la lignée de nos ambitions en termes d'insertion des jeunes sur le marché du travail, un organisme de formation en 2020, la STAFMI Academy, qui est dédiée aux jeunes travailleurs indépendants et qui leur met à disposition un éventail de formations sur mesure, visant notamment à développer leur savoir-être, savoir-faire, enrichir leur connaissance du monde de l'entreprise, afin d'accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leurs projets entrepreneuriaux sur le plus long terme. Et via cet organisme de formation, on a formé plus de 2500 jeunes depuis le lancement de cette activité en 2020. Et en plus de ces deux activités, donc STAFMI Freelance et STAFMI Academy, nous avons lancé en 2021 notre entreprise d'insertion par le travail indépendant, donc l'EITI. L'EITI, c'est une nouvelle forme de structure qui est issue de l'insertion par l'activité économique, donc les SIAE, qui a été créée en 2018 par la loi Choisir son avenir professionnel. Et l'EITI permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales, professionnelles, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement. La première EITI, qui est à l'origine du modèle que vous connaissez peut-être, EI, entreprise d'insertion, TI par le travail indépendant. Et Lulu dans ma rue, donc les kiosques que vous pouvez retrouver à Paris et maintenant aussi à Lyon. Et donc le dispositif EITI, il faut bien avoir en tête que c'est une expérimentation qui avait été votée donc en 2018 pour 3 années et qui a été prolongée pour 3 années jusqu'à fin du coup 2023, la fin de cette année, décembre 2023, et qui je pense sera prolongée puisque c'est prolongé ou en tout cas inscrit de façon définitive dans la loi puisque c'est un souhait
du gouvernement et des acteurs de l'insertion. Et donc notre EITI s'appelle l'Accélérateur. Elle a été conventionnée en 2021 par la DRIET, donc la Direct, c'est le nouveau nom des Directs du Val-de-Marne, représentant de l'État dans le département du Val-de-Marne, pour accompagner 60 équivalents temps plein. C'est le mode de calcul pour l'accompagnement de ces publics. Les bénéficiaires intègrent des parcours d'insertion de 24 mois maximum, qui reposent sur 3 leviers principaux. D'abord, un accompagnement social pour lever les freins à l'emploi avec des travailleurs sociaux qui sont salariés de l'accélérateur, de notre structure, qui vont, via des rendez-vous hebdomadaires et puis téléphoniques hebdomadaires et mensuels en physique, les accompagner pour lever leurs freins à l'emploi, que ce soit dans leurs problématiques de logement, de santé, de mobilité, ce genre de choses. Via aussi un accompagnement professionnel pour leur proposer des formations pour la construction de leur CV, le choix de leur carrière, pour développer leur employabilité. Puis le troisième levier, c'est évidemment la mise en activité via la réalisation de prestations ponctuelles qu'ils peuvent trouver via la plateforme de mise en relation StaffMe. Les bénéficiaires sont orientés à 98% par des prescripteurs dits habilités tels que Pôle emploi, les missions locales. Et pour vous donner un peu un état des lieux de qui sont ces bénéficiaires, on a 80% de jeunes de moins de 26 ans, 33% de demandeurs d'emploi depuis plus de 2 ans, 15% de bénéficiaires du RSA et 34% de personnes peu ou pas qualifiées, niveau inférieur à CAP et BEP. En 2022, on a eu 131 bénéficiaires de ce parcours d'accompagnement qui ont réalisé plus de 1500 prestations, permettant de générer au global plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires et auprès de 350 entreprises différentes. Et parmi les accélérés, c'est comme ça qu'on appelle ces bénéficiaires qui sont sortis du parcours d'insertion, 81% ont connu ce qu'on appelle des sorties dynamiques qui se matérialisent par des emplois durables, donc en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, et des sorties positives, notamment en reprise d'études où ils ont commencé des études, notamment en alternance. Donc c'est vraiment cette dynamique de tremplin vers de l'emploi durable via un accompagnement avec des professionnels de l'insertion. Et sur cette activité, donc c'était que sur le Val-de-Marne, et là nous avons lancé, on a été conventionné pour 30 ETP, donc équivalent temps plein à Marseille, et nous avons lancé du coup l'activité en ce début d'année. Et enfin, comme vous le précisiez, en février 2023, on a lancé une nouvelle solution de travail pour les jeunes qui s'appelle StaffMe Intérim. Donc, comme son nom l'indique, c'est une application qui s'appuie sur le modèle de l'intérim, du travail temporaire, et qui permet du coup d'enrichir notre portail de services à destination des jeunes et en particulier des étudiants, avec une solution de travail salarié. L'intuition, elle est simple, même si nous considérons que le travail indépendant est un outil très adapté pour permettre aux étudiants de travailler facilement à côté de leurs études en leur offrant la flexibilité et une bonne rémunération correspondant à leur situation. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas ou ne sont pas travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs. Et donc, conscient que, d'une certaine manière, le futur du travail ne se conjugue pas qu'à travers le travail indépendant, il nous a semblé tout naturel de lancer cette solution qui s'appuie sur du travail salarié. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir les deux solutions, StaffMe Freelance, StaffMe Intérim, et de laisser le choix aux étudiants du mode de travail qui leur convient le mieux, indépendant ou salarié, suivant ce qu'ils recherchent. Vous m'avez posé peut-être quelques questions sur l'ARP notamment. Oui, juste peut-être, vous en avez parlé un petit peu, mais pour revenir, est-ce que vous pouvez clarifier pour moi, dans le cadre du travail notamment indépendant, comment s'effectue le mécanisme de rémunération des étudiants? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est les entreprises vous payent vous et vous rémunérez les indépendants, ou vous n'êtes juste qu'une plateforme de mise en relation? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et quelle commission, ou en tout cas comment vous rémunérez votre entreprise? Alors c'est assez simple, donc on fait la mise en relation donc vous êtes une entreprise, vous allez vous inscrire sur la plateforme, vous avez un besoin demain pour de l'aide administrative, par exemple de la saisie de données, vous allez dire j'aimerais un étudiant qui vienne m'aider pour quelques heures pour de la saisie de données, vous allez poster votre offre, elle va être envoyée, comme je vous l'ai dit, avec l'algorithme aux étudiants qui
correspondent aux critères de la prestation, c'est-à-dire qu'ils ont choisi ce type de prestation, l'aide administrative, ils ont exprimé qu'ils souhaitaient travailler demain, du coup, et ils sont dans la zone, enfin, plutôt votre offre de prestation est dans la zone dans laquelle ils souhaitent travailler. Le premier qui répond positivement se voit attribuer la prestation. Donc concrètement, l'entreprise se voit notifier que c'est Michel qui viendra l'aider demain pour sa prestation. La prestation se déroule. À la fin de la prestation, sur la plateforme, l'étudiant va indiquer le nombre d'heures qu'il souhaite facturer à l'entreprise. L'entreprise va le valider. Et à ce moment-là, il y a 2 factures qui vont être émises. Une première de Michel à destination de l'entreprise et une seconde par StaffMe au titre de la commission. Donc si on découpe par exemple sur une prestation à 20 € de l'heure, si vous dites que ça a duré 5 heures, donc l'indépendant, enfin ça va coûter 100 € au global à l'entreprise, l'indépendant va émettre une facture de 80 € qui correspond au montant de sa prestation et StaffMe va émettre une commission, une facture de frais de mise en relation de 20 €. Donc c'est un 80-20 et c'est toujours la même répartition qui est opérée, quel que soit le type de prestation. Oui, merci. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de contrôles, soit de l'URSSAF ou soit de l'inspection du travail? Alors oui, assez tôt. On a eu des contrôles de l'inspection du travail et de l'URSSAF. On s'est lancé en 2017 et dès 2019, on a eu des contrôles de l'inspection du travail, que ce soit chez des entreprises utilisatrices de la solution et nous-mêmes au sein de nos locaux. Contrôles qui ont donné lieu à des observations qui ont été corrigées et depuis, on n'a pas eu de nouvelles. On peut en savoir plus? Oui, c'était principalement des observations qui concernaient le mode de fonctionnement de l'entreprise, donc avec nos propres salariés en interne. Donc ça sur l'organisation de l'entreprise. Et après sur le modèle, on n'a pas eu de retour autre de la part de l'inspection du travail. Petite gymnastique, il faut toujours qu'on éteigne avant de rallumer. Comment vous assurez-vous du respect de l'ensemble de la législation du travail? Je vous donne un exemple. Dans l'hôtellerie-restauration, on ne peut pas faire un extra en dehors d'un contrat de travail salarié d'une boîte d'intérim. Vous ne pouvez pas venir avec un statut d'auto-entrepreneur pour remplacer un chef cuistot sous un statut d'auto-entrepreneur. Ça n'est pas légal. Donc, est-ce que vous vérifiez? Vous avez un service juridique interne qui vérifie l'ensemble des offres qui sont effectuées par les entreprises. Comment ça se passe? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui détermine la possibilité de travailler comme indépendant, c'est les conditions d'exécution de la prestation. Donc, est-ce que c'est la jurisprudence Société Générale? Est-ce que, dans le cadre de sa prestation, le travailleur indépendant, qui est présumé indépendant, parce qu'il y a une présomption d'indépendance dans le Code du travail, qui peut être renversée s'il reçoit des directives, que son donneur d'ordre en contrôle l'exécution et en sanctionne la mauvaise justement exécution. Donc partant de ce principe-là, à part quelques métiers très particuliers, selon moi, il n'y a pas d'exclusion à l'utilisation de travailleurs indépendants, même dans la restauration que vous mentionnez. En fait, ce qui détermine si oui ou non la personne peut être indépendante, c'est vraiment les conditions d'exécution de la prestation. Et ça, sur les conditions d'exécution de la prestation, nous, on fait de la mise en relation. Donc, on n'a pas vocation à aller derrière, entre guillemets, chaque étudiant pour voir si, dans le cadre de sa prestation, il reçoit des directives, si elles sont contrôlées et si la mauvaise exécution de ces directives sont sanctionnées. Donc, c'est vraiment... Enfin, voilà, nous, on n'a pas de... Notre rôle se limite à être une plateforme qui va recevoir des offres et ces offres, on va les adresser aux personnes qui sont les plus susceptibles de les accepter. C'est vraiment la seule chose qu'on fait. Après, la partie paiement, enfin facturation-paiement dont on parlait tout à l'heure, où là, pour le coup, on met aussi à disposition via la plateforme un outil pour permettre aux indépendants de facturer facilement leurs prestations. Mais c'est notre seul champ d'intervention. On intervient
à aucun moment dans l'exécution ou le contrôle de l'exécution de la prestation. Oui, pour poursuivre là-dessus sur le contrôle de l'exécution, est-ce que vous évaluez les étudiants qui sont sur la plateforme? Est-ce que vous avez des retours d'expérience de la part des entreprises? Est-ce que vous pouvez même être amené, le cas échéant, à retirer de la plateforme ou de l'application certains des étudiants qui travaillent avec vous? Alors, il y a une évaluation dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à chaque fin de prestation, à la fois l'entreprise évalue la prestation de l'étudiant et de l'autre côté, l'étudiant évalue l'entreprise. Donc c'est un système de double notation qui est facultatif, mais qui permet d'assurer une qualité de service et une qualité entre guillemets d'accueil du côté de l'entreprise. Cette notation ne peut pas mener à l'exclusion des étudiants qui utilisent la plateforme. En fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'ils vont être dans l'envoi des offres rétrogradés si ils cumulent les mauvaises expériences via la plateforme, et du coup ils recevront moins de prestations que ceux qui ont eu des meilleures évaluations suite à leur prestations. C'est un phénomène de classement en fait assez classique dans ce genre de dispositif. Merci. Merci pour toute la présentation déjà. Et donc pour continuer sur cette question-là, si je comprends bien, quand l'étudiant arrive sur la plateforme, c'est premier arrivé, premier servi sur l'offre. Il n'y a donc pas d'adéquation entre les compétences de l'étudiant et les compétences requises sur le poste. Et au fur et à mesure du profil qu'il se fait avec les notations qu'il a, il aura plus ou moins accès à des offres, ou il gardera la même chance d'accéder en premier à l'offre qu'il aura sélectionnée en premier? En fait, c'est premier arrivé, premier servi, c'est chez ceux qui ont reçu l'offre. Donc en fait, comment ça se passe? L'offre va être envoyée, c'est pour garantir notamment une efficacité, une rapidité dans le service, va être envoyée à, par exemple, si je reprends mon exemple je ne sais plus ce que je disais, de l'aide administrative tout à l'heure, à une trentaine d'étudiants qui sont dans le secteur, qui ont dit qu'ils voulaient faire ce type de prestation. Et ensuite, c'est le premier qui va répondre positivement dans ces 30 qui va recevoir l'offre de prestation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 350 à 500 offres qui sont postées par jour. Donc il y en a vraiment énormément. Et donc ça laisse la chance à tout le monde de recevoir des offres, sauf si vous êtes dans un endroit où il y a peu d'offres parce que peu d'entreprises proposent des prestations. Alors moi, j'avoue qu'en même temps, quand je regarde les secteurs que vous pouvez faire, la vente, le télémarketing ou des tâches administratives, moi, ça me rappelle un peu tous les jobs que j'ai pu faire pendant mes années d'étudiant et qui sont des jobs qui étaient sous contrat de travail et qui m'ont permis de cotiser à la retraite. J'avais d'ailleurs retrouvé des propos, je ne sais plus dans quel média, où vous aviez dit... La fin du salariat est une fable, je vous confirme. Les entreprises auront de plus en plus recours aux freelancers, mais cela ne correspond qu'à certains moments de la vie. Et puis nous soutenons une sécurisation du statut du micro-entrepreneur auprès du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Leur ouvrir le droit à l'assurance chômage serait un vrai progrès. Donc je crois que je ne tronque pas ce que j'avais trouvé. Le droit à l'assurance chômage, comme le droit à la retraite dont je vous parlais, serait garanti dans un cadre d'un contrat de travail. Donc finalement, là, vous vous retrouvez à travers vos propos, à travers la demande que peut avoir Uber, Deliveroo, plein d'autres plateformes, qui a été pendant une certaine période de demander en fait l'instauration d'un tiers statut, ni indépendant, ni salarié, mais permettant l'accès à un certain nombre de droits sociaux, auxquels vous avez déjà commencé à répondre en faisant les démarches d'instaurer une protection, les assurances en prenant en charge l'assurance responsabilité civile professionnelle ou l'assurance prévoyance accident du travail. Est-ce que vous participez à l'ARPE? Je ne pense pas. Je pense que vous avez par contre suivi les débats, vous en avez fait une petite allusion tout à l'heure sur la directive présomption de salariat qui fait l'objet d'une recommandation du Parlement européen, mais qui va être l'objet d'une négociation au niveau du trilogue. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez, comme la plupart des plateformes, que finalement il faudrait, par le dialogue social, permettre l'accès à des droits sociaux et par là même ne pas
justement transformer ces statuts indépendants en statut salarié, même si le rapport de subordination le justifierait? Alors, je vais avoir plusieurs niveaux de réponse, parce qu'il y a le niveau un peu qui m'occupe au quotidien, qui est tout ce qui est autour du travail étudiant, puis ensuite il y a un niveau plus macro sur le travail indépendant, son évolution, le futur du travail. Et sur le premier niveau, sur le travail étudiant, en fait, ce qu'il faut constater, c'est que moi, j'ai toujours travaillé comme étudiant, j'ai travaillé en intérim, j'ai travaillé au noir, je m'en confesse aujourd'hui. J'ai travaillé voilà, dans des tas de secteurs. Et la situation commune à tout ça, c'est que j'ai toujours trouvé ça compliqué de travailler de façon ponctuelle à côté de tes études, parce que le cadre de travail n'était pas forcément adapté, les horaires n'étaient pas forcément adaptés. Et donc, moi, mon combat vraiment au quotidien, c'est l'instauration d'un dispositif de travail étudiant. Aujourd'hui, de travail étudiant ponctuel, étant entendu comme quelque chose qu'on fait quelques heures par semaine à côté de ses études, qui permettrait justement aux jeunes de générer des revenus, donc de lutter, d'être un outil de lutte contre la précarité étudiante, mais aussi de leur permettre de gagner en employabilité, puisque par ces prestations, ils ajoutent des lignes à leur CV et demain, leur entrée sur le monde du travail, quand ils recherchent un CDI, c'est souvent le cas à la sortie de leurs études, et en est que facilité. Donc vraiment, ce que je pense que sur le cas spécifique de StaffMe, une partie du problème serait résolue par l'introduction d'un statut de travailleur étudiant ponctuel qui soit plus simplifié dans son accès pour les entreprises et pour les étudiants, comme il peut exister, je citais tout à l'heure le cas de l'Allemagne, de la Belgique, qui ont des dispositifs de travail étudiant ponctuel qui sont faciles d'accès, qui sont limités, et ça c'est très important, dans le temps, puisque l'étudiant, son activité principale, c'est d'abord ses études et non pas son travail étudiant. Et donc c'est pour ça qu'en Allemagne, c'est limité à 20 heures par semaine. En Belgique, c'est pas une quotité hebdomadaire, c'est une quotité annuelle. On ne peut pas travailler plus de 475 heures sous ce format-là. Donc vraiment, voilà, ma recommandation, ce serait sur cette population de trouver une voie qui passerait par le salariat de contrats de travail étudiants facile d'accès. Ensuite, sur un niveau plus global, sur l'évolution du travail indépendant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est quand même une aspiration profonde qui traverse quand même de façon assez intense toute une génération, quand on voit notamment les chiffres sur le désir d'entrepreneuriat chez les jeunes de moins de 30 ans, il est à plus de 50%, quand chez les plus âgés, il est autour de 25%. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ce développement du travail indépendant, de l'auto-entrepreneuriat qui est créé il y a 10 ans, concerne aujourd'hui près de 2 millions de personnes. Et je pense qu'en fait, on est dans un moment de transition, et cette transition, elle doit s'effectuer au niveau des droits des travailleurs, où je pense qu'en fait, on devrait décorréler les droits du statut pour créer, en fait, et c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, enfin de plus en plus parler, et c'est selon moi une bonne chose, pour aller plus vers un statut de l'actif qui vous permettrait en fait de générer, quand vous travaillez, quel que soit votre statut, des droits dont vous pouvez profiter après. C'est le phénomène qui existe notamment au niveau de la formation, avec la création de mon compte formation, du CPF, où en fait que vous travaillez comme indépendant, comme entrepreneur, comme salarié, en fait vous générez des droits dont vous pouvez profiter après. Donc c'est vraiment voilà, en tout cas, ma conviction profonde, c'est qu'on devrait aller vers ça, c'est-à-dire en fait, des droits qui sont liés à un statut d'actif et non plus un statut avec une séparation forte entre le salariat et l'indépendance, qui correspondent pour moi à des schémas un peu dépassés. L'important étant d'aller vers le renforcement des protections pour tous ceux qui travaillent, que ce soit le chômage, la retraite, les droits à la formation et ce genre de choses. Et ensuite, vous m'avez posé la question sur l'ARP. Je dois vous avouer que moi je suis assez dubitatif sur ce développement à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que déjà c'est très limité à un secteur qui est la mobilité,
captent beaucoup de l'attention parce que ce sont des acteurs étrangers qui ont des pratiques parfois un peu contestables. Que c'est aussi quelque chose de très visible puisque ces livreurs, ces chauffeurs, nous les voyons tous les jours dans nos rues. Donc je trouve que c'est dommage que l'ARPE ne soit pas allé plus loin que le seul secteur de la mobilité, puisque le développement des plateformes d'indépendants touche bien d'autres secteurs que la mobilité. Et donc ça, c'est mon premier point. Et deuxième, je pense que c'est un peu limité comme approche de ne se focaliser que sur le dialogue social. Je pense qu'on pourrait aller, comme je vous le disais, faire des réformes beaucoup plus importantes pour prendre en compte cette nouvelle réalité de travailleurs de plateforme. Et donc, comme un peu tout le monde, on attend de voir ce que ça va donner au niveau européen. Donc, vous en savez sûrement plus que moi sur les étapes qui doivent être franchies pour l'introduction d'une directive et d'une législation du coup européenne sur le sujet. Bon, je ne lancerai pas le débat, mais je suis en total désaccord avec une partie de vos propos, parce que je pense que c'est vraiment le Code du travail qui permet, et dans ses évolutions, même si hélas, elles vont souvent dans le mauvais sens depuis ces 10 dernières années, que l'on peut générer plus de droits et de protection pour les salariés. Par ailleurs, vous avez donc cette double démarche que je trouve intéressante, c'est-à-dire que vous avez développé à la fois le StaffMe freelance pour les étudiants qui ont besoin de recourir à un statut d'auto-entrepreneur sur des missions très courtes, et vous avez néanmoins mis en place StaffMe intérim. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, en fait, dans la demande des entreprises, on est donc sur un besoin ponctuel qui relève normalement de l'intérimaire. Comment voyez-vous à un moment donné la situation qu'il peut y avoir de concurrence en fait entre cette question de l'intérimaire et cette question du recours à l'auto-entrepreneuriat? Alors sur le code du travail, je pense que je suis tout à fait d'accord, il faut l'enrichir, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit un code du travail salarié, c'est tout le problème. En fait, le code du travail, ça devrait être le code du travail avec un grand T, et ça devrait embrasser le travail indépendant, le travail salarié, en fait, l'actif, les personnes en activité, et non pas, et ce qui se limite, enfin, ce qui est le cas aujourd'hui, beaucoup un code du travail salarié. Sur la double activité maintenant d'intérim et de travail temporaire et de freelancing, en fait, l'idée est vraiment la suivante, c'est de laisser à la personne qui travaille le choix de son statut. Donc, plutôt que de se placer du côté des entreprises, ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a toujours fait, c'est de se placer du côté des personnes qui travaillent et de leur laisser le choix, en fait, tout simplement de la solution qu'elles trouvent la plus adaptée à leur situation de vie. Peut-être plus de flexibilité, des prestations plus courtes, mieux payées, mais avec moins de protection avec le freelancing. Et de l'autre côté, des prestations plus longues, moins de flexibilité, mais moins bien rémunérées, mais avec plus de protection, avec du travail salarié. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le départ se fait assez naturellement entre les deux activités, et on n'entre pas dans des situations de concurrence, puisque en fait, ce qu'on voit, c'est que ces solutions sont très complémentaires. On a d'un côté des prestations très courtes dans des domaines bien définis, et de l'autre des prestations plus longues, donc côté intérim, et ça vient en fait vraiment en complément et non pas en concurrence. Et c'est en fait, c'est vraiment l'intuition qu'on a depuis le début, malgré les oppositions qu'on a pu rencontrer, notamment du secteur de l'intérim. Et donc on est content aujourd'hui de pouvoir prouver qu'on le fait comme un laboratoire à l'échelle de notre société, en proposant les deux services. Bon, écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Je vous remercie de vos réponses très précises et très claires à toutes nos questions. On aura peut-être d'autres
demande. Mais je vous remercie aussi pour vos réflexions plus générales, d'ailleurs, sur la harpe, sur l'avenir du travail dans votre secteur et plus macro, comme vous disiez. Je pense que c'est en effet très intéressant pour nous. Monsieur Achard, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci, bonne journée.